Eh, les régimes, fuck. Je vais manger un cookie, je fais ce que je veux. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, on va retrouver Nicolas, que vous connaissez peut-être sur le compte Instagram Why Not Change. On va tester le restaurant Les Saisons. Ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte d'y être et je vous embarque avec moi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent ma chaîne, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux. J'adore tester des restos parisiens. Je suis pas parisienne pure souche, mais c'est un truc que j'aime bien. Et comme je m'intéresse au comportement alimentaire, je reçois des invités et je leur pose des questions sur leur rapport à l'alimentation. Absolument tout le monde est le bienvenu pour partager un resto avec moi, parce qu'on a tous quelque chose à dire sur l'alimentation, puisqu'on mange tous par définition. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire partie de mes vidéos, à me contacter. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Et donc me voilà devant le restaurant Les Saisons avec Nicolas. Salut Nicolas! Salut, enchanté, je m'appelle Nicolas Da Silva, je suis diététicien nutritionniste et spécialisé dans le comportement alimentaire. Et en plus de ça, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Why Not Change, où je vulgarise la diététique et la diététique comportementale. Voilà. Super, allez, on y va, on va manger. Yes, c'est parti. C'est parti. En tout cas, merci Nicolas, parce que je pense qu'on va se régaler. Bah ouais, En plus, on a eu une entrée... Je sais pas si c'est offert, mais bon, c'est une entrée qu'on va pouvoir goûter en tout cas. Et puis tu vas pas être déçu parce que c'est tout est très bon ici. Je sais même plus ce que c'est, des couteaux. Des encornets. Des encornets, ouais. Des encornets en persillade. Ouais. Toi, t'as pris le filet de veau. Ouais, exactement. Avec je sais plus ce qu'il y a avec, du riz. Un riz pilaf. Ouais. Un riz Et pilaf. moi, j'ai pris le rascasse au potiron. C'est ça. Et au châtaigne. Exactement. Et puis les desserts, ça va être l'apothéose. Ouais, je sais qu'on a tous les deux pris un truc au chocolat. Enfin, praliné, c'est... Ouais, mais le praliné, il y a du chocolat dedans. Praliné qui se kiffe quoi. Donc c'est top. Bah ouais, carrément. Donc la première question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi tu as choisi cette adresse? C'est un truc tout simple parce que ça représente tout ce que j'aime dans la cuisine. J'adore la cuisine française, j'adore les produits bruts et j'adore les produits frais. Et la cuisine, on va dire, un petit peu travaillée depuis que j'ai l'âge d'aller dans des restaurants, j'y vais. Et même quand j'avais pas du tout de sous, quand j'étais adolescent, j'économisais pour aller dans des bons restos. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. La majorité de mes économies, quand j'étais ado, même jeune adulte, c'était merci beaucoup, c'est gentil. Méditer à saucer. Ah bah on va pas hésiter. Ah oui. Tu disais que tu testais des restos dès que tu avais l'âge. Mais tu habitais à Paris aussi. Oui, j'habite à Paris, donc ça facilite le truc. Et puis. Et sans indiscrétion, t'as quel âge? Là, maintenant, j'ai 27 ans. Et j'ai commencé à vraiment tester beaucoup de restos quand j'ai commencé à avoir 20 ans. Enfin, quand j'ai arrêté d'en essayer avec mes parents et puis d'économiser mes petits sous pour me faire des sorties au restaurant avec ma conjointe. Et donc, du coup, pour moi, ici, ça représente pile le genre d'adresse que j'aime parce que c'est de la cuisine qui est travaillée, mais qui en même temps reste assez brute, assez simple et qui fait ce que j'aime. C'est-à-dire, juste, on prend des bons produits, on les travaille pas trop, on les met dans l'assiette et c'est bon. Et plutôt français alors. C'est ça. Alors, moi, j'aime la cuisine de partout, tu vois. Mais je sais que je suis très attaché à la cuisine française et à la cuisine méditerranéenne en règle générale. Après, il y a plein d'autres cuisines que j'aime. Il y a la cuisine asiatique, j'adore la cuisine libanaise, turque, grecque. Mais ça reste méditerranéen en soi. La cuisine colombienne et chilienne, c'est très bon aussi. Tu connais la péruvienne? Enfin, je sais que c'est pareil. Ça a toujours des points communs en vrai. J'adore la cuisine péruvienne. Ouais, c'est délicieux aussi. C'est sous-côté, mais ça commence à venir à Paris depuis quelques années. On voit de plus en plus de ceviche. Bah ouais, et une adresse comme ça qui s'appelle la Fogata Latina, je crois, dans le 14e, qui est une colombienne et une chilienne, une péruvienne, je sais plus, qui ont justement monté une adresse à Paris. Ils font que des recettes d'Amérique du Sud et c'est super bon. Et justement, t'as des ceviches dedans. Allez, vas-y, bouton. Hop, tac, voilà. Regarde, on est grosso modo égal là. Tac, regarde, tiens, fais-toi plaisir. Ah, c'est tendre, ça se coupe bien. Si c'est bon, normalement, tu vas voir que tu vas avoir qu'une envie, c'est d'aller mettre du pain là-dedans. Ouais, ça sent l'ail. Hein. Si t'as pas envie d'avoir trop la goût de l'ail, là t'es mal. Oui, là t'es mal. Ça tombe bien pour moi parce que j'adore l'ail. Je crois que c'est un de mes ingrédients préférés, c'est super bon, j'adore ça. C'est moins pratique pour un premier rendez-vous ou avant une réunion. Moi j'aime bien, mais quand on a trop abusé, après t'as un peu écœuré, je trouve. Ah ouais? Mais là ça va. Il y a une herbe dessus.
pas ce que c'est. Bah, je suppose que ça doit être de l'estragnon, tout simplement. Non, je sais pas. Enfin, à mon avis, il y en a tout plusieurs. tendres, ils sont pas secs. Ils sont bons, ils sont pas trop caoutchouteux. Et ils ont dû justement pas être congelés avant, parce que sinon ils seraient caoutchouteux. Ouais, ceux que j'achète à Picard, des fois, ils sont hyper bons. Comment t'es venue cette idée de concept d'inviter des gens autour d'une table et d'aller discuter Ça fait hyper longtemps. Depuis que j'ai créé mon compte Insta, je teste des restos, parce que je m'intéresse aussi au comportement alimentaire, même si c'est pas ma profession. Vu que moi, j'ai souffert de l'anorexie et de TCA. Quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, je me suis intéressée au comportement alimentaire. Et du coup, je me disais, c'est intéressant parce que je regarde un peu les gens, je vois mon mari, mes enfants, même les gens, mes amis, et je vois que tout le monde, en fait, a un rapport différent avec la nourriture, même ceux qui n'ont pas de problème. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant d'aller interroger plein de profils variés. Évidemment, là, je commence avec mon biais Insta. J'attire des gens qui sont un peu dans les TCA et tout ça. Mais vraiment, moi, mon but, c'est vraiment d'interroger vraiment des profils hyper variés. Moi, c'était ce que je m'étais dit quand j'ai reçu ton invitation. C'est un peu le paroxysme quand on parle et qu'on a un sujet autour du comportement alimentaire. Justement, proposer à un des invités de se prêter à l'acte alimentaire et au fait de manger, et avec des recettes qui sont différentes. C'est le cœur de toutes les tensions et de tout le sujet, tu vois ce que je veux dire. Ça sélectionne un peu. Ça sélectionne des gens qui sont déjà capables de faire ça. Et je sais que c'est pas tout le monde. Bien entendu, il y a des gens, je pourrais pas les interroger parce qu'ils sont tellement en souffrance qu'ils pourront pas venir. Je sais pas, après, je pourrais réfléchir à... Ah non, au contraire, je trouve ça super bien, je trouve ça même un beau message en fait. Si tu parles du comportement alimentaire, tu vas forcément attirer des gens qui sont en souffrance par rapport à ça. Tu sais, t'as toujours un attachement avec les créateurs de contenu que tu suis. Moi-même, les créateurs et créatrices de contenu que je suis, j'ai une forme d'attachement par rapport à ces personnages-là qui sont sur les réseaux. Les voir prendre du plaisir, discuter, manger, toi indirectement vivre ce moment-là, qui est l'acte alimentaire. Mais cette fois en parlant, en écoutant des choses qui t'intéressent, et du coup sans voir le repas comme une somme de calories, mais comme un moment de partage entre des créateurs de contenu que t'aimes bien et qui discutent, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais du coup, toi, t'es un peu un mystère, parce que je suis un mystère, moi. Non, mais parce que sur ton compte Instagram, c'est ton compte pro, donc tu parles pas de toi. On sait pas trop ce que t'as vécu toi. Donc je t'invite ici aussi pour parler du comportement alimentaire en général, mais aussi pour parler de ton histoire à toi, dans ton enfance, tout ça. J'ai aucune pudeur par rapport à rien, c'est plus que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de parler de soi. Si tu me guides avec des questions, ça m'aide parce que c'est pas naturel chez moi. Mais en revanche, j'ai aucune pudeur. Et puis si j'ai une pudeur, je me gênerais absolument pas à dire que j'ai pas envie. Comment t'en es venu à choisir ce métier, par exemple? Pour un truc tout bête, je pense que c'est un mélange de plein de choses. J'ai toujours voulu aider les autres depuis tout petit. Ça a toujours été dans ma nature. Je vais te raconter même un exemple qui est là, c'est mes parents qui me le racontent. Moi, je m'en souviens pas. Mais quand j'étais petit, si tu voulais me chercher dans un square parce que tu m'avais perdu de vue, attends qu'un gosse tombe, aller voir un gosse, courir vers le gosse qui tombe, c'était moi. Ça, c'est un truc dont je me souviens. Mon meilleur ami actuel que je connais depuis mes 3 ans, c'est mon meilleur ami parce que je le défendais quand on était en maternelle. Parce qu'il se faisait embêter par les gens, je le défendais. Prendre soin des autres et m'intéresser à l'autre, ça a toujours été dans ma nature de base. Après, j'ai toujours eu un esprit, même si j'aime pas trop cette expression, je trouve qu'elle va pas dire grand chose, mais toujours un esprit scientifique. J'adorais la physique-chimie, j'adorais la SVT, j'adorais tout ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au labo. Je suis parti en labo dès le lycée en bac technologique spécialisé dans la microbiologie, et après je préparais BTS, licence, master pour avoir une carrière en labo dans la biotechnologie. Mais c'était vachement relou parce que même quand on faisait du médical, on voyait pas les gens. Moi je restais du soir au matin, même quand j'étais en études, je rentrais à 8h30 le matin, je sortais à 19h le soir et on était enfermés dans un laboratoire, et même quand on analysait les maladies des gens, on leur parlait pas, on restait enfermés dans le labo et ça me manquait. Et en plus de ça, je m'intéressais de plus en plus au culturisme. J'ai toujours fait du sport toute ma vie, mais là je me mettais dans le culturisme, dans la musculation. C'était fini, ce qui veut dire que c'était parfait. C'était super bon. Mais même pas saucé aussi un peu quand même. Ah non, j'ai même pas pris le temps. Regardez, je vais mettre un petit bout de pain là-dedans. Le pain, il est pas mal. Ça a l'air d'être du bon pain. Et ouais, je m'intéressais de plus en plus au culturisme, mais tout le monde me regardait bizarre à l'époque parce que c'était pas connu le culturisme en France pour les gens à l'époque, la musculation. C'était quand, il y a une dizaine d'années? Environ, une dizaine d'années. Tu passais pour quelqu'un de chelou parce que c'était ou les vieux en débardeur à Paris ou les gens à Los Angeles qui faisaient ça. Les jeunes faisaient pas ça. Donc tout le monde me regardait chelou. Je m'intéressais à l'alimentation. Personne comprenait pourquoi ça m'intéressait. Je passais un peu pour quelqu'un de bizarre. Surtout pour un homme, quoi. Pour un homme, je sais pas si c'est étrange de s'intéresser à la musculation et au culturisme, mais maintenant, non, surtout pas maintenant. Mais il y a 10 ans peut-être. J'ai pas senti qu'on me regardait bizarre par rapport à mon sexe, que je m'intéressais ça par rapport à mon sexe. C'était plus genre, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et nous, c'est pas des trucs qui nous intéressent parce que j'étais beaucoup avec, même si je le suis un peu, j'étais beaucoup avec des nerds, avec des geeks. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le labo, les jeux vidéo. C'était pas censé être le sport et la diététique. Ouais, c'était selon ton référentiel d'amis. C'est ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'en apprendre plus sur la diététique. Plein de trucs en labo qui me dérangent. Vas-y, je pars en diététique. Mais tu penses que c'est par le biais de la musculation?
que tu t'es intéressé à la nutrition. Donc c'est le fait que tu aies commencé ce sport. Merci beaucoup. Très bon pour nous. Merci beaucoup. C'était excellent, merci à vous. Et avant de faire de la musculation, finalement, tu n'avais pas eu envie de t'intéresser forcément à la nutrition? À la nutrition, non. Pour moi, c'était juste un domaine de la biologie comme un autre. Ce qui t'a amené dans la muscu, c'était quoi à la base ton objectif en commençant la muscu? C'était juste que c'était un sport qui m'attirait. J'ai fait du sport toute ma vie et puis je voyais mon père faire de la musculation quand j'étais petit. Je voyais les bancs, je voyais les haltères, je voyais tout ça. Je me suis dit, mais ça a l'air vachement sympa. Donc j'avais fait plein de sports de combat et vu que dans les sports de combat, on est censé aussi faire de la musculation. Sauf tu voulais développer ta force à la base? Non, je voulais juste changer de sport, changer de routine. C'était le sport qui m'intéressait. C'était pas, il y avait pas vraiment d'objectifs physiques derrière au début. Après, quand j'ai découvert le culturisme, les objectifs physiques s'y sont ajoutés parce que le culturisme est une recherche d'objectifs physiques. Mais au tout début, c'était juste, mais ça a l'air vachement marrant en fait de pousser des trucs lourds. Et ouais, mais c'est le côté défi, tu vois, toujours aller plus loin. C'est ça. C'était juste une autre façon de se dépasser que je trouvais intéressante. Et après, on est arrivé dans les études. Je comprenais pas ce que les gens comprenaient pas dans l'alimentation. Je me disais, mais c'est d'une simplicité, alors quand on fait juste du bien portant, comment ça se fait que les gens ils aient du mal avec leur alimentation? Moi, ça me paraissait d'une simplicité monstre. Tu penses que t'étais un mangeur intuitif? Oui. T'as toujours été un mangeur intuitif? Oui, et puis même quand j'ai commencé à avoir des objectifs physiques et que du coup j'ai dû contrôler mon alimentation, voire même à certains moments à l'excès, je me suis jamais vraiment perdu. Et je retournais toujours à mes intuitions. Par exemple, même quand je faisais des sèches, par exemple pour un shooting photo ou autre chose, je faisais des sèches aux lasagnes. Parce que tous mes potes me regardaient comme ça, parce qu'ils faisaient riz blanc, haricots verts, et ils comprenaient pas pourquoi j'arrivais à manger ce que je voulais, à manger du gras, à manger du sucre et à perdre du poids quand même. Parce que j'ai toujours su m'écouter, donc j'ai pas eu ces problèmes-là. Même quand je faisais du bodybuilding, j'ai pas eu ces problèmes-là. Des fois c'était pas très simple, des fois c'était pas facile, mais jamais eu ces problèmes-là. Du coup, je comprenais pas pourquoi les gens avaient des problèmes. Vraiment, je me disais, alors soit c'est tout le monde qui est con, c'est toi qui es un génie, soit en fait t'as rien compris. Si tu comprends pas pourquoi les gens ont du mal, c'est que t'as rien compris aux dynamiques qui sont en jeu. C'est juste que t'es pas dans leur situation. Et peut-être qu'on a tous des corps différents aussi. Alors oui. Pour toi c'était plus facile que pour d'autres. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, c'est soit ça veut dire que t'as rien compris. T'extrapoles ta situation personnelle à aux autres, et du coup, si j'extrapole ça aux autres, bah forcément, la conclusion c'est mais ils sont cons ou quoi. C'est pas que les gens sont bêtes, c'est que toi tu dois sûrement avoir rien compris à la situation. Et c'est là que ça a commencé à me faire intéresser au comportement alimentaire. Parce qu'au début, je me suis dit, mais alors attends, imaginons je donne un plan alimentaire à quelqu'un. En fait, ça me fait penser, c'est comme les haters qui, en dessous des vidéos de personnes grosses, vont dire, mais attends, t'as qu'à manger des légumes et tu vas maigrir. Moi, au début, tu vois, je l'aurais jamais écrit parce que j'ai jamais été haineux envers les personnes rondes ou quoi, tu vois, mais dans ma tête, ça aurait été ça. Ça aurait été, mais c'est simple, il suffit de manger des légumes. Enfin, tu vois, et genre, je comprenais pas pourquoi c'est compliqué. Et c'est pour ça que je me disais, c'est soit tout le monde est bête, ou n'a pas de volonté, ou c'est toi qui n'as rien compris aux enjeux des autres. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de me dire que j'avais rien compris aux enjeux des autres et qu'en fait, j'allais commencer à m'intéresser au comportement alimentaire. Vu qu'on l'a pas du tout pendant le diplôme, je m'étais dit, non, en fait, il faut que tu t'intéresses à ça parce que tu ressors de ton diplôme et tu comprends pas. Enfin, tu sais comprendre comment est censé fonctionner l'alimentation et la nutrition, mais tu comprends pas ce que ça fait dans la tête des gens de manger ou de pas manger et quels enjeux ils ont autour de ça. En fait, c'est à l'issue de ton BTS diététique que tu t'es dit, le comportement alimentaire, là, il manque des infos. En fait. C'est ça. Je sais pas si tu as exercé sans avoir Ouais, j'ai exercé sans avoir. Sans avoir le DU de comportement alimentaire. Le DU ou autre formation. Oui, les formations. Ouais. Tu donnais des plans alimentaires alors? Tu travaillais comment? En fait, je donnais soit du conseil général, soit du plan alimentaire large. C'était notamment pour du sportif, où en gros, il y avait des quantités qui étaient préconisées, rien d'interdit. Je l'écrivais, il n'y a rien d'interdit, il n'y a pas de cheat meal, on va au resto quand on veut, etc. Et voici. Waouh. Et le goût. Merci beaucoup. Et oui, je te dis, et après, du coup, j'étais commencé à tomber sur des gens chez qui, quand tu leur expliques quoi manger, mais ils n'y arrivent pas. Ils reviennent, ils disent, je l'ai pas fait. Et moi, par exemple, quand je faisais du culturisme, si tu me donnais un programme alimentaire, je le suivais. Ça ne posait pas de problème. Ça me faisait absolument rien. Ouais, mais tu les tenais combien de temps, ces programmes alimentaires? Enfin, c'était pas si long que ça. Bah si. Combien de temps? 10 ans. Alors, ils changeaient dans les quantités en fonction des objectifs, de la masse musculaire que j'avais, si j'étais en sèche, en prise de masse ou en prise de force, mais j'arrivais à trouver mon juste milieu tout seul, même avec un programme alimentaire. C'est-à-dire que si j'avais vraiment pas faim, j'allais pas me forcer à manger non plus. Si je crevais la dalle, même si j'étais en sèche, bah, j'allais quand même me faire un restaurant. Ouais, donc c'était intuitif. J'avais une guideline via le plan, et puis après, c'était intuitif. Tu t'autorisais à en sortir. C'est ça. C'est ça la clé aussi. Et je comprenais pas pourquoi les gens n'y arrivaient pas. Ils étaient trop à se dire, il faut pas sortir du cadre. Ah bah oui, c'est ça. Il y a les pensées dichotomiques, il y a l'anxiété anticipatoire du manque, il peut y avoir plein d'enjeux autour de l'insatisfaction corporelle. Moi, j'ai jamais été vraiment complexé par mon corps. Donc, il n'y avait pas de danger. Maintenant que je suis formé, c'est évident. C'est pour toi, c'est simple comme bonjour. Et quand les patients viennent, ils n'arrivent pas à faire ce que tu leur as dit de faire. Ils te disent qu'ils n'y arrivent pas. Et en plus, ils ont l'air vachement malheureux. C'est qu'il y a un truc que t'as pas compris. Et en fait, ça a démarré comme ça. Plus après, une autre petite anecdote qui était que dès le lycée, j'ai eu une camarade qui a souffert
sur le TCA. Et t'as essayé de l'aider. Ouais, c'est ça. Dans ton principe de je vais sauver le gamin qui tombe. C'est ça. Et j'ai essayé d'aider et tu sais, elle faisait des zigzags entre anorexie pure, anorexie boulimique, boulimie, sortie, rechute, et j'y arrivais pas et ça me rendait un peu dingue de pas y arriver. Et ça me faisait énormément de peine en plus parce que j'étais très attaché à cette personne. En plus, en commençant à m'intéresser au comportement alimentaire, c'était aussi ma petite victoire de comprendre ce que j'avais pas compris au lycée. Je pense que c'est une réponse hyper complète. Ouais, je te remercie vraiment. Alors on va goûter ça. Grave. Et si tu veux goûter, parce que moi je suis adepte. Fait. Alors t'es aussi adepte? Bien sûr que je suis. C'est qu'il y en a, c'est pour des questions salivaires, de je ne mélange pas ma salive, mais moi je m'en fous. Oui, moi aussi je m'en fous complètement. Si tu veux, rascasse, tu connais ou pas? Oui, je connais la rascasse. Bon, je te donne un petit peu de rascasse si tu veux, je te le mets là. Hop là. Il est tombé. Je vais le reprendre. Tu veux goûter du potiron? Bah oui, avec plaisir, c'est rien. Parce que le potiron c'est tellement bon. J'avoue que j'adore la saison du potiron. Ah bah là tu vas en avoir parce qu'on y rentre. Tiens, ouais, c'est ça. Et un bout de viande, de la sauce, des champignons et du riz. Trop bien, merci. Moi j'adore l'automne parce que j'adore les paysages. Ouais. Vu que je fais de la moto, bah, j'adore qu'un truc, donc quand tu glisses pas sur les feuilles avec l'automne, mais si tu prends la moto, tu te fais des balades. Et pour moi c'est les moments où la campagne, ou même la ville, de toute façon est la plus belle. Il y a plein de couleurs, tout est roux, avec le soleil qui se couche et tout, c'est trop beau. Alors c'est bon? C'est bien. J'ai pas eu le temps de goûter moi ce que j'ai fait, ce que j'ai. Mais en revanche toi j'ai eu le temps de goûter et c'est très bon. Moi c'est juste bon comme il faut. J'adore les champignons aussi. Ouais c'est bon hein, les champignons. En plus ils sont hyper bien cuisinés. Mais ouais tu sais souvent quand tu interroges des professionnels qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire ou dans le comportement alimentaire c'est parce qu'ils en ont vécu eux-mêmes en soi. C'est ça, c'est pour ça que je te demande toi ton parcours. Et finalement tu considères que t'as jamais eu trop de problèmes? Non, comme tout le monde, si je faisais une sèche un peu trop poussée, bah j'avais des circuits de la faim qui se réveillaient et si je poussais un peu trop la sèche, je pétais un plomb, j'avais cassé un paquet de M&M's. J'avais pas par exemple le dégoût de moi après. Ouais, mais c'est peut-être parce que à la base t'as jamais été en insatisfaction corporelle. C'est ça. Grave. Ça je pense que c'est la clé. L'image corporelle c'est la clé. Et l'autre clé c'est d'avoir eu dans son enfance une éducation alimentaire saine, ouais. variée, très variée qui te permet en fait d'aimer tellement de trucs. C'est-à-dire que même quand t'es en sèche, t'arrives à te faire un plat qui va te faire quand même kiffer. Enfin je sais que moi je me suis jamais dégoûté des légumes. J'aime toujours les légumes alors qu'il y a des gens en fait ils ont fait des régimes, ils ont réussi à se dégoûter des légumes, ils ont un problème avec les légumes. Après, il y a l'histoire de catégorisation alimentaire aussi. Moi, il y avait le fait que j'aimais ce que je mangeais, mais il y avait aussi surtout que je poussais beaucoup moins la catégorisation alimentaire que certains. Ouais. C'est que, bah ouais, un peu plus grasse ma lasagne, que ton riz, poulet, brocoli, ça va bien le faire. Et puis par instinct, quand je mangeais moins, je sais que je prenais plus le temps de m'écouter, je prenais plus le temps de me rassasier, je prenais plus le temps d'apprécier les goûts. S'il y a bien un moment où je faisais attention à ce que ça ait du goût, de la saveur, ouais, c'est ça, c'est quand ça soit appétant, c'était quand je mangeais pour quand même réussir à me satisfaire. C'était pas un combat contre soi perpétuel, tu vois ce que je veux dire? Là où on peut retrouver dans plein de situations, bah déjà t'as l'insatisfaction corporelle, puis t'as les pensées très dichotomiques avec l'hypercatégorisation des aliments. À aucun moment tu te demandes ce que ça va te faire ou ce que ça va pas te faire. En fait, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est te débarrasser du corps que t'as maintenant. Tu te fiches de ton bien-être. Moi, je faisais ça pas pour me sentir enfin bien dans mon corps. Je faisais ça parce que c'était mon sport, que c'était marrant, que c'était challengeant, que c'était des défis avec des potes, que c'était cool. Après, t'as pas été en sèche pendant 10 ans. Ah bah non, ça clairement ça dure quelques mois. Ça dure 3 mois. Et après, t'as pas eu des compulsions, des trucs comme ça? Bah encore une fois, si la sèche était un peu trop poussée, oui, il y avait une petite compulsion. Ouais, mais tu le vivais pas mal en fait. Non. Il y a des gens dès qu'ils mangent un peu trop, ils vont se flageller, ils vont alors qu'en fait ça arrive à tout le monde. Même les mangeurs intuitifs, s'ils ont pas pu manger de la journée, bah le soir, c'est normal qu'ils vont surmanger quoi. Ah bah oui, c'est pour ça que je précisais que j'avais pas ça, c'est parce que c'est ce qu'on retrouve dans les TCA normalement justement ça, c'est ce côté dès qu'on mange un petit peu trop. Mais tu sais, je sais pas si tu connais le schéma de Fairburn, mais pour moi je trouve que le schéma de Fairburn, il traduit vachement bien ça. Alors là, ça se trouve je vais me tromper d'une case ou deux parce que je te le fais de tête et en mangeant, tu vois, mais en gros t'as insatisfaction corporelle et perfectionnisme clinique qui amène à en gros hyper contrôle de l'alimentation. Hyper contrôle de l'alimentation qui, en fonction de comment le schéma est écrit, amène à dénutrition ou juste à une accumulation de frustration qui entraîne une compulsion alimentaire. Et cette compulsion alimentaire, de par le fait que de base on a tendance à être hyper perfectionniste, avec du coup les pensées dichotomiques, la rigidité cognitive et tout ce qui s'ensuit, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Du coup on a les pensées autodévalorisantes qui viennent, et ces pensées autodévalorisantes elles vont se répercuter encore sur l'insatisfaction corporelle. Tu sais, si je dis une phrase très violente mais que j'entends très souvent en consultation, c'est t'es bon à rien, t'as pas de volonté, c'est mal ce que t'as fait, et en plus de toute façon t'es qu'une grosse moche. Tac, t'es revenu à la base, et puis et hop, tu reviens à la base et tu vois que le noyau déjà de base c'est l'insatisfaction corporelle et les traits hyper perfectionnistes et dichotomiques. C'est marrant, ça c'est dans la tête de plein de gens qui ont des TCA, pas que dans la tête des anorexiques finalement. Ah bah bien sûr. Typiquement c'est les anorexiques, elles pensent comme ça finalement, c'est des personnes qui souffrent d'anorexie. C'est marrant de voir que finalement tout le monde n'arrive pas au tableau complet de l'anorexie parce qu'il y a des moments où ça casse. Moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné, enfin entre
entre guillemets. Pourquoi, tu vois, certains vont perdurer dans la restriction jusqu'à ce que mort s'en suive, entre guillemets, et d'autres vont à un moment se faire rattraper par leur corps. Le truc, c'est que rien qu'émotionnellement parlant, je pense pas qu'on puisse répondre à cette question simplement parce qu'en fait, chaque cartographie de passion est différente, tout le monde est unique, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, mais je pense que parmi les premiers facteurs que l'on peut mettre en compte, c'est justement le trait de caractère impulsif, qui n'est pas le même chez tout le monde, et le trait de caractère perfectionniste rigide. Par exemple, souvent dans mes patients qui ont de l'hyperphagie boulimique, ce sont pas des gens qui sont hyper attachés, alors si comme tout le monde, mais je parle pas de manière hyper pathologique, à des rituels, à ce que ce soit toujours la même chose, à être casanier, à faire toujours les mêmes choses dans le même ordre. Ce qu'on retrouve comme trait de personnalité globale chez beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie. Quand tu souffres d'anorexie, t'as souvent associé à des TOC. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais enfant, avant de faire de l'anorexie, j'avais des TOC en fait. Et je sais que je luttais déjà, bon, j'avais réussi un peu à m'en sortir, mais j'ai une personnalité comme ça un peu. Oui. C'est obsessionnel aussi, c'est le truc des rituels, comme tu disais. Faut que les choses soient ritualisées, on a tendance à faire beaucoup de surfocalisation. Bon, ça aussi dans l'hyperphagie, on en fait beaucoup de surfocalisation. Et pour moi, vraiment, ce que je trouve de très très différent, c'est le trait impulsif et la rigidité. Enfin, le potiron, il est super bon, il est caramélisé. Oui, il est très très bon. Et il laisse la peau. Ne vous faites pas chier à retirer la peau du potiron, ce qui est hyper bien. Moi, je la laisse. Je fais pareil chez moi. Et après, t'as plein de trucs derrière. Souvent, les patients qui ont souffert d'anorexie, ils ont aussi des parents ou des proches qui en ont souffert aussi. Dans l'anorexie, on peut retrouver, enfin, non, ça pour le coup, c'est commun avec vraiment beaucoup de TCR. On va dire globalement autant, c'est les traumas ou les polytraumas. Mais après, il y en a tellement, j'ai vraiment pas tout cité, et qu'il y en a même, très sûrement que là, tu sais, quand on va avoir coupé la vidéo, quand je vais rentrer chez moi, j'arrêtais chez moi, j'en ai même, putain, mais ça, c'est basique, mais pourquoi j'ai pas dit ça? D'un certain côté, en fait, quand t'es dans l'anorexie et que t'as cet tempérament impulsif qui te fait un peu basculer, souvent dans la boulimie, en fait, tu tombes dans l'anorexie boulimie après. Ben, entre guillemets, je trouve que ça permet, enfin, si tu l'as assez tôt dans la maladie, que tu ailles chercher de l'aide et que tu sois plus pris en charge. En fait, c'est la boulimie qui te sort de là, qui te sort de ta torpeur, de ton déni. Parce que quand t'as que de l'anorexie restrictive pure, c'est hyper dur de prendre conscience qu'en fait, t'es mal, t'as besoin d'aide, en fait. Parce que toi, tu te sens bien, quoi. Tu te sens bien. Au bout d'un certain nombre d'années, tu te sens pas bien, mais... Avec la boulimie, dis-moi ce que t'en penses, parce que moi je ne peux que parler qu'en tant que professionnel, c'est-à-dire en tant que personne qui l'a pas vécu. Comme tout ce que je fais sur mon compte ou quoi, je ne parle pas de trucs que j'ai vécu, je sais pas ce que c'est. Mais de ce que je crois comprendre aussi, déjà de par les formations que j'ai fait, et puis après même quand t'écoutes les patients, c'est que dans l'anorexie, tu sais, il y a cette addiction au sentiment de contrôle et de toute puissance. Toi t'as compris, toi tu arrives à contrôler ton corps, toi tu arrives à te retenir de faire ce que personne n'arrive à se retenir de faire autour de toi, c'est de manger. Presque quand ton anorexie n'a pas de boulimie, c'est que ton anorexie elle marche, elle te donne ce que tu lui as demandé. Qu'est-ce sentiment de contrôle? Alors que quand la boulimie commence à se ramener, tu te le prends pleine tête parce que non, ton contrôle il marche pas. Et heureusement en plus parce que c'est en train de te sauver, et du coup parce que les épisodes de boulimie ils sont là pour essayer de te remettre de la calorie, tu vois, et puis tant mieux qu'ils soient là parce que il te pousse à aller demander de l'aide. Quand tu étais dans tes phases de sèche, t'as jamais compté tes calories ou c'est quelque chose que t'as déjà fait? Je le faisais à l'œil parce que je savais combien tout faisait. Avant de faire ton BTS diététique? Parce que je m'étais intéressé, je voulais comprendre. Donc t'arrivais à compter tes calories et rester... Ça t'a jamais fait dériver vers le TCA? T'as réussi à arrêter quand t'avais plus envie? Ouais. Bah oui, là par exemple, j'ai arrêté le bodybuilding, le culturisme, c'est la même chose. Il y a 2 ans, c'est pas si vieux, hein. J'avais envie d'arrêter, j'ai envie de retourner au sport de combat, ça commençait à me prendre trop de temps. Mon métier de diète me prenait plus de temps et j'avais envie de lui donner du temps. Les compétitions auraient trop mis en jeu ma santé, enfin voilà quoi. Et du coup, t'as pris du poids? Bah oui, parce que c'est le principe du culturisme, même parce que j'ai démarré le culturisme, j'avais 15 ans, 16 ans. Ah ouais, jeune. Et je devais faire 55 kilos pour 1m70, un truc comme ça, ou 60 kilos. J'aurais été plus athlétique que tout le monde, un peu plus musculaire que tout le monde, mais j'étais léger. Et au max que j'ai atteint, j'étais à 97,5 pour 1m70 en condition pour un shooting photo. Si j'étais pas en condition pour un shooting photo, je pense que j'aurais titillé les 100. Ah ouais. Et là, je suis redescendu tout seul en alimentation, beaucoup vraiment full de chez full intuitive. Donc en fait, t'étais au-dessus de ton poids d'équilibre avec le culturisme. Oui, bien sûr. Ça aide aussi peut-être. Parce que du coup, quand tu reviens à une alimentation intuitive, t'es peut-être un peu plus gras, entre guillemets, dans le miroir, parce qu'on voit moins tes muscles, mais t'es pas non plus, tu prends pas le double de volume. Disons que tu souffres pas dans le regard de l'autre de « Ah, mais t'as vu, il est gros ». En fait, tu restes quelqu'un de... Je comprends la recherche que tu fais parce qu'on a l'habitude de la faire pour les gens qui souffrent de TCA. Ouais. C'est de regarder les faits. À mon sens, il faut regarder, à mon avis, justement pas essentialiste, très fonctionnaliste, presque un peu c'est un peu Florian Safer qui me l'a appris, donc du coup ce truc-là, de pas regarder en soi le fait, mais regarder sa fonction. C'est que si, moi regarde au contraire, toute mon identité elle a changé. J'étais toujours le musclé, le grand, le fort, le machin, et puis tout le monde m'a vu nager dans mes fringues du jour au lendemain, et puis si, des regards, j'ai eu que ça. Même de mes regards de pod body, que ça fait 10 ans qu'on s'entraîne ensemble, et que là, j'ai
j'ai plus les abdos aussi apparents qu'avant, je suis plus aussi fort, c'est de la pression sociale, j'en ai eu plein. Ouais. Mais, encore une fois, moi, je souffrais, j'étais pas malade. T'aurais mis ça exactement chez quelqu'un qui a des problématiques d'insatisfaction corporelle ou de confiance en lui, tous les cas de figure possibles qui amènent au TCA, ce que j'ai vécu aurait été d'une souffrance monstre. Il y a ça, mais même moi, tu vois, question de TCA, quand j'ai pris du poids, c'est sûr que les gens m'ont fait remarquer, enfin voilà, tu vois, c'est dur aussi. Moi, ça m'a un peu impacté, mais en fait, je pense que ça m'a pas tant impacté que ça, parce que c'est pas comme quelqu'un qui sort des clous, tu vois, de ce qui est socialement acceptable, que quelqu'un qui va vraiment aller vers le surpoids, l'obésité, là, moi Tu penserais à quel cas de figure de TCA par exemple? Tu ferais ça, genre par exemple quelqu'un qui était dans soit une anorexie atypique, soit un espèce de régime chronique mais mal vécu, et puis qui lâche ça, qui se met à l'alimentation intuitive, et puis qui prend 20 kilos, qui le fait passer en surpoids ou en obésité, tu vois. Ça doit être socialement dur parce que les gens autour de toi, ils comprennent pas du tout, quoi. Ils comprennent pas ta démarche. Ça doit être particulièrement compliqué. Ça, ce genre de cas-là, au cabinet, par exemple, je l'ai pas vu. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que je l'ai pas vu. Très souvent, les gens qui souffraient d'un régime mal vécu ou quoi, en fait, avec toutes les phases de désinhibition, et donc de compulsion, etc., quand tu travailles sur l'alimentation intuitive, en fait, la seule chose qui se passe avec le poids, c'est qu'il rediminue un petit peu. Ouais, mais ça prend du temps. Parce que tu peux d'abord prendre du poids beaucoup, et puis après, ça redescend. Ça dépend comment tu travailles l'alimentation intuitive. Ouais. Si tu l'as fait à la full Zermati, oui, c'est sûr. Si tu vas étape par étape. C'est quoi full Zermati? La Jean-Philippe Zermati, comme lui, il le préconise. Vraiment, en gros, tu prends tes règles et puis poubelle. Tes exercices d'exposition progressive, c'est tu manges une tablette de chocolat à midi, tu vois ce qu'il y a à la place de ton repas et tu regardes ce qui se passe. Enfin, c'est ce genre de truc-là. Moi, personnellement, je trouve très violent. Tu peux aussi le faire de manière beaucoup plus douce, où en fait, ton exposition à l'alimentation intuitive ou à la BPS, elle se fait progressivement, doucement. Quand j'interviens sur de l'alimentation intuitive, première chose que je fais, même ça peut paraître assez paradoxal avec le patient, c'est je lui réexplique comment peut fonctionner un cadre fonctionnel. Par exemple, un patient qui est hyper impulsif, explique qu'en fait, vous avez très sûrement besoin de remanger, contrairement à ce que vous faites en ce moment, vous avez peut-être très sûrement besoin de manger un petit déjeuner, une collation le matin, un déjeuner, une collation l'après-midi, un dîner. Sûrement que vous restez plus de 4 heures à jeun, c'est pas un truc qui va vous réussir. Tu repars de là, déjà qu'une fois que tu repars de là, l'impulsivité elle a baissé, et là petit à petit, une fois que tu démarres avec ce cadre-là, le patient alors, cette collation-là, par rapport à d'habitude, tu la sens bien, tu t'es forcé à manger, tu t'es pas forcé à manger, t'aurais pu t'en passer, t'aurais pas pu t'en passer, parce que t'avais besoin de manger, tout ça, en fait. Voilà. Et de manière douce. Vraiment, quand c'est fait doucement, t'as pas justement cette phase où en fait le patient confond liberté et permission. Il est en phase de désinhibition, c'est-à-dire avant il mangeait pour le régime, maintenant il mange parce qu'il dit fuck au régime. Je peux le faire maintenant, donc je vais le faire. Donc c'est plus non plus une sensation, c'est juste une idée en fait. Quand je fais de l'alimentation intuitive avec un patient, je la pratique pas en mode YOLO, écoute, tu vas bien voir ce qui se passe, mange pas pendant 6 heures, comme ça te fera ressentir ta faim, mange une tablette de chocolat à midi à la place de ton repas, tu verras que t'auras plus envie de manger de chocolat. Enfin, de toute façon c'est toujours, on s'adapte à la personne qu'on est en face d'une. C'est ça. Ça peut convenir à certaines personnes, comme ça peut totalement bousiller sa confiance en soi, quoi. Ce que je vois souvent, et qui là est difficile à accepter effectivement, quand on a un problème d'insatisfaction corporelle, c'est, j'étais par exemple en surpoids ou en obésité, mais je me tenais au régime, etc. Évidemment ça marchait pas. J'avais mon trouble de l'alimentation. J'arrête mon trouble de l'alimentation. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, le poids bouge pas spécialement, mais je vais devoir afficher aux yeux du monde que maintenant, je m'en fous comment je mange et j'assume mon poids comme il est, alors qu'il est pas socialement accepté. Là, oui, effectivement, les patients, souvent, ça c'est un truc que je vois beaucoup, très souvent. C'est pas que leur poids a tant bougé que ça, c'est que avant, certes, ils étaient pas socialement acceptés, mais ils avaient le mérite d'essayer. Ouais, en collectivité. C'est ça. Alors que là, non, en fait, j'ai envie de manger un sandwich ou des frites devant mes collègues, et je vais manger un sandwich ou des frites devant mes collègues, alors que... Ça, c'est horrible. Ça, c'est un truc qui m'indispose, mais qui m'énerve. C'est vrai que les personnes grosses, en fait, elles mangent pas ce qu'elles veulent en société. Ouais. Enfin, je pense qu'il y en a, elles finissent pas leurs assiettes exprès pour dire... Comme ça, beaucoup en consultation, on le voit tout le temps aussi. C'est pour ça qu'un truc que je trouve intéressant à faire au tout début avec le patient, même s'il ne le voit pas tout de suite, des fois il fait un peu de temps, c'est un petit journal alimentaire que je propose, on est plein à faire ça. On prend des photos, et à côté des photos de ce qu'on prend au quotidien, on tient comme un petit journal de bord, on marque circonstances, émotions, pensées. En fait, très souvent, on va pouvoir se rendre compte qu'en fait, le patient, quand il mange avec ses collègues, il y a je vais manger, j'en sais rien, moi, avec Sandrine et Nathalie, qui sont mes deux copines qui font du sport. Du coup, je vais manger une salade pour montrer que je suis sérieuse comme elle, alors que j'ai très faim. Parce que ça arrive aussi très souvent que ses copines, à cette patiente fictive qu'on est en train d'inventer, elle lui aurait rien dit. Hein. Mais c'est la peur. Mais c'est ça. Il y a tellement de peur que ça nous soit reproché. On est tellement intimement persuadé que notre poids est notre responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que t'en es venu à t'intéresser au comportement alimentaire. C'est parce que à la base, tu pensais que t'étais comme t'étais parce que tu gérais bien ton alimentation. C'est ça. Et qu'il devait sûrement être bien couillon les gens de pas y arriver. Alors que c'est pas compliqué. À la base, c'est ça le truc. C'est qu'on pense que les gros ou les personnes en surpoids, en fait, c'est que forcément elles mangent mal. C'est ça. Ou alors elles ont vraiment pas beaucoup de volonté
t'es du tout, etc. Et moi, c'est comme ça aussi que j'ai guéri de l'anorexie, enfin, entre guillemets, que j'ai amélioré mon rapport à l'alimentation. C'est que moi, en fait, j'étais persuadée que si je sortais de ma restriction alimentaire, forcément, j'allais devenir obèse. En fait, c'est là que j'ai pris conscience de la grosse folie. En le faisant, en prenant du poids, je me suis rendu compte qu'en fait, mon poids, il montait, mais lentement. Même alors que je m'autorisais à manger, mais 2 fois plus qu'avant. Ouais, c'est qu'il y a des prédispositions génétiques. Oui, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très très bon. Et voilà. Ouais. Merci à vous. Dessert au chocolat promis arrive. Génial, super. C'est perpétué par les messages qu'on a, même dans les médias et tout. Et tu vois que c'est effrayant pour tout le monde parce que c'est effrayant, même les messages pendant le confinement, je sais pas si tu te rappelles, les images, genre 2 mois après le confinement, Est-ce que aussi t'as pas le cas de personnes justement qui, étant donné qu'ils sont gros, vont surjouer le gros et dire moi je prends les frites et double dose. Ouais. Et c'est un jeu en fait, parce que j'ai aussi dans mon entourage ce cas de personnes grosses mais qui sont trop genre moi je suis épicurien, bon vivant, ben oui vous voyez bien comment je suis, et puis qui en rigolent en fait. Mais j'ai l'impression que c'est surjoué. C'est ce qu'on appelle les pensées auto-validantes. Le cerveau adore l'ordre et la cohérence pour former ce qu'on appelle une consonance cognitive. Si on s'identifie à quelque chose, on a tendance à adopter des comportements et des pensées. C'est pas qu'il surjoue, oui, il le joue, c'est même pas forcément conscient. Non, mais je dis pas que c'est conscient, attention. C'est que les schémas cognitifs et comportementaux vont vers coller à l'image que j'ai de moi. Si j'estime que je suis un gros, ben je dois agir comme un gros. Ah oui, donc c'est pas une vue d'esprit que j'ai moi quand non, ça existe. Et c'est là où on s'intéresse aussi à la BPS. C'est que alimentation intuitive, approche biopsychosensorielle. Ah oui. J'adore résumer l'alimentation intuitive comme ça. S'intéresser à qu'est-ce qui est une sensation et qu'est-ce qui est une idée. Parce que du coup, quand les patients, je leur parle des sensations alimentaires, ils disent je sais bien reconnaître quand j'ai faim, alors que plutôt que quand j'ai juste envie de manger. Alors non, les envies sont des besoins. Et ça, déjà, il faut aller casser ce mythe-là. C'est non, il n'y a pas le corps d'un côté qui a sa voix et qui a le droit de parler, et tes envies qui n'ont pas le droit de parler, qui seraient simplement des caprices. Non, tes envies sont des besoins. Mais en revanche, réfléchissons à qu'est-ce qui est une envie profonde ou un besoin physique par rapport à qu'est-ce qui est une idée. Je vais manger ça parce que je suis comme ça. Je vais manger ça parce que j'en ai la permission. Je ne vais pas manger ça parce que ça fait grossir. Ça, c'est des idées. Par exemple, on voit souvent ça avec les patientes quand elles passent devant une boulangerie après le travail. Notamment chez celles qui ont essayé l'alimentation intuitive toute seule et chez qui ça a moyen marché. En fait, quand tu analyses ce qui se passe quand elles passent devant leur boulangerie après le travail, c'est pas « Oh, j'ai faim. Oh oui, justement, je mangerais bien un cookie, leur odeur me plaît. » C'est « les régimes, fuck. Je vais manger un cookie, je fais ce que je veux. » C'est pas une sensation, ni une envie, c'est une idée. Ouais. Non, mais ça, c'est hyper important. Tu vois, surtout pour pour ma communauté anorexique, parce que je pense que souvent quand t'es dans l'anorexie, tu penses que t'as trop d'envie. Mais en fait, c'est normal d'avoir des envies H24, que en fait, t'es en sous-poids, t'es complètement au bout de ta vie, en gros, t'as des envies tout le temps, quoi. Ouais. Et c'est que quand tu guéris, que tu vois un peu, t'arrives à faire le distinguo, à te dire, là, j'ai des envies, tu vois. Ouais. Et ces idées de fuck les régimes, honnêtement, quand t'es au fin fond de l'anorexie, tu les as pas, c'est ton corps qui veut manger. Ouais. Enfin, ça fait partie des trucs que je trouve qui sont et c'est compliqué terrorisant pour les patients, leur faire comprendre qu'en fait ces envies-là, en fait, elles vont pas durer. C'est juste la réaction physiologique d'un corps qui veut pas que tu meurs. En fait, une distorsion cognitive que je trouve intéressante quand elle est représentée sur un schéma, c'est justement la vision du poids selon l'anorexique. Et lui, il voit ça, tu sais, si on dessine ça sur une courbe, il voit une droite comme ça. Merci beaucoup. Oh, c'est beau. Merci. Le chocolat chaud froid, donc le mode d'emploi, c'est que vous allez chercher la crêpe qui est dans le fond pour monter avec le cappuccino. Manger l'ensemble. Mais il y a du café du coup? Non, c'est façon cappuccino. Ouais, ok. C'était pas grave s'il y avait du café, j'aime bien le café aussi. Voilà. Merci beaucoup. Waouh! Je pense que c'est une super adresse pour les desserts aussi ici. Ouais, je te disais, tu vois un truc qui est intéressant quand tu le regardes sur un schéma, c'est comment, donc c'est la distorsion cognitive, la pensée exagérée ou inadaptée, comment quelqu'un sous d'anorexie imagine le poids et les variations de poids. Et en fait, la courbe, c'est simple, c'est une droite. Il y en a pas mal maintenant qui sont suivis par des diététiciens comme toi, hyper bien sur le comportement alimentaire, où on te le dit, mais non, madame ou monsieur, vous allez pas grossir indéfiniment. Mais je pense que tant que tu l'as pas expérimenté toi-même, tu dis oui, d'accord. Mais en fait, t'y crois pas. Non, en fait, tu penses que t'y crois, mais t'y crois pas. Parce que la meilleure façon de vaincre la peur de grossir, c'est de grossir. Voilà. Il y a Aurélien, qui est un collègue, si tu ne connais pas son compte, je te le conseille. J'ai plus son nom de famille, je suis très mauvais. Aurélien, il est où? En plus, qu'est-ce qu'il est gentil ce garçon. Je suis tombée sur ma page recherche d'Instagram, je suis tombée dessus sur un petit Il est très bien. Il disait un truc, il avait résumé la situation, je trouve de manière extrêmement intéressante. Il a dit, dans le TCA, il y a 2 voies, la voie de l'addiction et la voie de la peur. Et en fait, si on devait résumer la guérison d'un TCA, c'est apprendre à désobéir à ces voies. Sachant que c'est terrorisant, notamment pour la voie de la peur, parce que désobéir à une peur,
Mais c'est pour ça que même quand tu le dis aux patients, mais non, en fait, ça n'a jamais fait une droite, ça fait un logarithme. C'est exponentiel ça, au début, puis après ça se... Mais en fait, t'es obligé d'y aller progressivement. Et même en mangeant exactement pareil. Ah bah bien sûr. On est d'accord. Ah bah bien Il sûr. faut le répéter. Ah bah oui, c'est logique. Vu que tu as toujours le même total énergétique, ton total énergétique correspond à un poids fixe, donc dans un équilibre, c'est logique. Tu prends pas indéfiniment du poids en mangeant 3000 calories par jour, par exemple. Mais en fait, tu es obligé d'y aller progressivement, et je trouve que tu es obligé de distraire le patient. C'est-à-dire qu'au lieu de lui parler de son poids, même si tu le vois qui monte, tu es obligé de lui parler les bénéfices de ci, et les bénéfices de ça, et lui rabâcher, parce qu'il est tellement terrorisé, parce que lui, il se voit aller dans cette montagne russe, en fait. Il est terrorisé, le patient. Il se voit monter indéfiniment, il va se dire à un moment, bon, ça va être trop tard, à un moment, je vais être en obésité, je vais mourir. Je vais arriver là-haut, je vais me dégoûter, et vu que ce que l'on fuit, c'est le dégoût de soi, on a l'impression que plus le poids va monter, plus on va se dégoûter. Et du coup, tu es obligé, même pendant tout ce processus-là, de rassurer, parce que même si tu le dis, vu que c'est émotionnel, si toi, demain, t'as une phobie, j'ai beau te dire, je sais pas, t'es arachnophobe, j'ai beau te dire, les araignées, ça mord pas, ça n'a rien changé à ta vie, t'as toujours aussi peur des araignées, quoi. Il faut toujours y aller progressivement, mettre la focale sur d'autres choses, genre mettre la focale sur les bénéfices, mettre la focale sur les sensations, mettre les focales sur le sommeil, sur le fait d'arrêter d'avoir froid jusqu'à dans ses os, d'avoir moins de perturbations de l'état d'humeur général, justement les envies, de les voir progressivement commencer à diminuer en intensité ou en fréquence, pour rappeler tous les bénéfices que tu as à reprendre ce poids-là, à guérir, parce que sinon jamais tu le prends, c'est tellement terrorisant, pourquoi tu ferais ça? L'anorexie ou les TCA, je pense, c'est à la fois une addiction et une phobie, c'est les deux mélangés. Et alors en plus, t'imagines bien que, par exemple, bah tiens, si on a parlé des TCA comme la boulimie ou l'hyperphagie boulimie, bah imagine ce que ça fait la voie de l'addiction quand t'as déjà un trait impulsif. C'est pour ça qu'il y a des patients, des fois, alors rarement quand ils sont suivis par des psys et des diètes, parce que souvent ils sont entourés pour, mais souvent quand ils essayent, enfin je l'ai déjà vu ça, des patients qui en essayant de se sortir d'un TCA, en fait ont compensé les excès, les compulsions, par d'autres conduites à risque. Cigarettes, l'alcool, bah tiens, par exemple pour les chirurgies bariatriques, combien de gens qui ont des TCA se font avoir des chirurgies bariatriques et finissent par tomber dans l'alcool, ou les conduites sexuelles à risque, etc., etc. Parce que c'est un trait de base qu'il n'est pas traité en psychothérapie en parallèle et qu'au final on a switch quoi. Avant on avait la compulsion, maintenant on a la clope, on a l'alcool, ou on a le bédo, ou on a les conduites sexuelles à risque. Oui, ça peut être d'autres addictions comportementales. Hein. C'est ça. Les jeux, le sport. Ouais, bah oui, le sport et l'hyperactivité physique. Bah, surtout qu'en plus, le sport, il permet de contrôler son corps. C'est ça. Je suis toujours assez mitigée sur tous ces coachs sur Instagram qui te disent coach en sport. Hein. Ouais, moi j'étais dans les TCA et regardez, maintenant je suis comme ça. Enfin, en plus, ils mettent vachement l'accent sur leur physique. Enfin, pour moi, si t'as un compte sur les TCA, tu montres pas trop ton corps. Enfin, toi, on voit ta tête, on voit jamais ton corps. Ça me paraîtrait être bizarre, quoi. Enfin, pas pour en faire de la pub, quoi. Déjà, pas en faire pour en faire de la pub, parce que ça a jamais été un protocole de soins de se mettre dans l'hyperactivité physique pour guérir un TCA. Après, j'essaie de réfléchir à la fonctionnalité. J'ai eu souvent des réflexions comme ça, parce qu'il se trouve que j'ai une copine qui a vécu l'anorexie, qui s'est fait hospitaliser 1 ou 2 fois, elle a frôlé la dépolarisation cardiaque, enfin c'était violent. Et il se trouve que maintenant, elle est athlète. Elle est athlète bikini, elle fait du culturisme en fait. Et en fait, autant des fois, je me dis, mais elle a pas guéri de son TCA du tout en fait. Et de l'autre, je me dis, en même temps, elle est vivante. Oui. Donc bon. Moi, je pense qu'elle a justement déplacé son extrême addiction sur autre chose, parce qu'en fait, elle a tellement cette force en elle, cette puissance. Pour entrer dans l'anorexie, je pense qu'il faut quand même avoir une espèce de truc en soi vachement déterminé. Hein. Et en fait, cette détermination de ouf, tu la déplaces sur autre chose. Ouais. Ça peut être ton travail, ça peut être n'importe quoi, mais il faut trouver ton truc. Et peut-être qu'elle, son truc, c'est ça. Après, si elle met pas en jeu trop sa santé mentale ni sa santé physique, c'est ça justement, c'est que depuis elle a trouvé son équilibre, elle a son amoureux qu'elle a là-dedans. Un moyen de s'adapter. Ouais. Je te conseille de goûter maintenant avant que ton chauffeur se fasse plus. C'est ma psy qui m'avait dit, en fait, c'est votre stratégie d'adaptation à la vie, en fait. Si vous êtes en vie, c'est grâce à l'anorexie, enfin, entre guillemets. C'est un peu paradoxal, mais... C'est une façon de se sentir vivant. Un TCA a quasiment tout le temps une fonction. Le tout, c'est de déterminer quelle fonction il a. Ou un café, un thé, une infusion. Moi, je veux bien un café, s'il vous plaît. Un café aussi. Mais c'est super bon. Ah ouais, c'est génial. Bon. C'est vrai que j'aurais dû le manger plus vite parce que le froid, il est... Il commence à partir. Froid, ouais. Mais si tu veux goûter, c'est super bon. Tiens, il y a un serre-toi. Non, ça, c'est quoi? Ça, c'est de la glace? C'est ça, c'est de la glace avec du prêt. Bah tiens, je te conseille de prendre ici, tu auras plus de goût. La bouchée parfaite. Voilà. Un petit peu de ça. Mais oui, vas-y, ne te gêne pas. Petit mouhou. Il y a des noisettes aussi. Attends, je vais goûter. Ah ouais, c'est trop bon. Mais je pense que toi, t'auras pas le froid parce que il est vraiment au fond. Mais c'est hyper bon. Mais oui, je te confirme, pour le coup, les coachs en sport, qui se disent coachs spécialisés TCA. En tant que diète, je pense que vous devez tous être en train de vous arracher les cheveux. Ah oui, je te confirme, bah regarde ce que ça a fait.
Moi, je m'en suis même pas remis. Bah oui, Et, je vois ça. t'es un patient qui a envie de reprendre l'activité physique. Ok, d'accord. Il dit, ah, et en plus, je vais voir un coach spécialisé dans les TCA, donc comme ça, ça va bien se faire. L'activité physique type musculation ou activité en salle, c'est rarement la première intention que t'as pour la reprise de l'activité Non. physique. T'essaies plutôt de proposer des sports collectifs, Ou artistiques. moins basés ou artistiques et moins basés sur la performance. Merci beaucoup. Ça va aller super bien avec le café. Ah ouais, c'est le combo Merci. ultime. Merci. Bah en fait, le coach, il se dit TCA, mais il te demande de lui envoyer des photos en sous-vêtements toutes les semaines pour regarder ta shape. Tout ce que tu manges H24. C'est ça, ou alors il te demande de suivre un plan alimentaire et il suit ton ouais. poids sur ta balance. Est-ce que tu en es déjà venu au point de peser, mais vraiment pas pour faire une recette, pour peser ce que tu allais manger? Ouais, mais Ça tu veut vois, dire- regarde, observe la différence entre quelqu'un qui a souffert d'un TCA et quelqu'un qui en a pas souffert. C'est que, regarde le lexique, tu en es arrivé au point où, moi je te dis juste oui, parce que je l'ai à aucun moment mal vécu. T'es pas enfermé là-dedans sans pouvoir en sortir et après être perdu, tu vois. Voilà. C'est que je le faisais. Si je pouvais pas le faire, bah, je peux pas le faire. Quand j'insiste dessus, c'est mon truc à moi, hein. Je dis pas que tout le monde doit penser comme ça. C'est vraiment mon truc à moi, c'est observer la fonction. Au lieu d'observer ce que le patient fait, observe la fonction que ça fait chez lui. Ouais, j'ai pesé, bah oui, quand tu fais une prise de masse, par exemple, va bien falloir que tu puisses savoir à peu près combien de calories t'as mangé dans la journée, Ouais. que tu aies des repères pesés dans ton assiette pour voir comment ça correspond. Mais ouais, et si en même temps j'avais un resto ce midi, bah j'avais un resto ce midi. Ouais, mais si j'étais en vacances et qu'il n'y a pas de balance, bah il n'y a pas de balance. Vu qu'il n'y a pas de dichotomie, vu qu'il n'y a pas de souffrance, vu qu'il n'y a pas de notion de danger autour de tout ça, oui, je l'ai fait. Mais est-ce que tu penses que quand on a eu un TCA, on peut revenir à un rapport comme ça? Ah non. C'est-à-dire que quand tu as souffert d'un TCA, il faut absolument que de tous ces trucs de comptage de calories ou de grammage ou de trucs comme ça, c'est plus possible. En fait, c'est comme si tu as bu de l'alcool, c'est zéro alcool après. Alors que quelqu'un qui a un rapport serein à l'alcool, il peut boire de temps en temps de l'alcool, c'est un peu la même chose, non? C'est ça que tu veux dire. Ouais. En plus, bah, remets-toi dans le contexte, moi j'étais sportif de haut niveau à ce moment-là. Je Ouais. m'entraînais environ et parfois plus 16 heures par semaine, sans compter le posing. C'est normal que j'avais besoin de ça. Par des gens, pourquoi est-ce que tu voudrais qu'ils pèsent leurs aliments? Ils sont pas athlètes de haut niveau. Et là, même la plupart des gens qui voudraient se mettre dans le sport n'ont pas à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah alors là, oui, t'as eu un TCA et tu veux te remettre à peser ton alimentation pour perdre du poids. L'envie de perdre du poids te pousse jusqu'à trouver des stratégies pour le faire. Alors que tu sors d'un TCA, et que souvent il y a encore à travailler sur le TCA. Après, toi, t'as peut-être pas aussi été très en décalage par rapport à ton taux de masse grasse ou ton... Si Quand j'étais en sèche, c'est tout. Parce que je pense que quand tu atteins un niveau assez bas dans ton poids, dans le sous-poids ou dans ton taux de masse grasse, en fait, c'est ça qui déclenche aussi, je pense, pas mal de... Ça déclenche des d'envie. compulsions. Ouais, voilà. Ça, pour le coup, je l'ai vécu. Hein. Tu l'as vécu quand tu étais en sèche. Sur la fin. Mais tout est dans le vécu, en fait, c'est ça. Tu peux faire une compulsion et dire... bah oui, voilà, c'est tout. Bah oui. Et je me souviens à un moment, là, j'ai raconté un exemple pratique, c'était une des meilleures sèches que j'avais fait quand je faisais du body. On est arrivé alors je mangeais déjà beaucoup parce que à la base je faisais 97,5 kg, donc avec la masse musculaire que j'avais un appétit de fou, j'avais déjà besoin de beaucoup manger, mais en gros. Ça aide aussi. Et en gros, c'était un repas, j'étais en pleine sèche, et c'était un repas qu'on a fait avec ma conjointe, et en gros j'ai pris genre deux menus kebab, un très bon kebab, tu sais, qui fait sa viande lui-même, son pain maison et tout, je crois que ça s'appelle Luxe Kebab, un truc comme ça. Bref, c'était super bon. J'adore. C'était super bon, et en fait j'avais pris 2 menus entiers chez eux, plus j'avais mangé la fin de celui de ma conjointe, Oui, plus j'avais mangé... Copiez-leur. Hein. Plus j'avais mangé, genre je crois 3 McFlurry. Ma conjointe, elle m'avait dit, un peu trop là, non? Je suis ressorti de là, j'étais en mode, ouais, j'ai pas contrôlé ce qui s'est passé, en fait, là, c'était littéralement une compulsion. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Absolument rien. Je vais aller faire une sieste. À part le fait que je vais bien dormir cette nuit, quoi. Ou pas. Et alors aussi, au final, pour le coup, moi, ça m'a jamais perturbé mon sommeil. Et le lendemain, j'y pensais déjà plus. Alors que si, quand tu es dans un TCA, beaucoup, t'es en plein dégoût de toi, t'es en panique, même le lendemain, t'y penses. Moi, mes patientes, tu devrais raconter ça à tes patients. Qui souffrent d'hyperphagie. En disant, mais c'est pas grave de faire une situation. Tenez-moi. La comparaison marche souvent pas très bien, surtout quand t'es dans le TCA, t'as tendance à te comparer tout le temps aux autres et même à idéaliser les autres. Même non, mais moi, je trouve que ça fait du bien, justement. Enfin, après, chaque personne est différente, mais je me rappelle une fois ma diète qui m'avait dit, non, mais ce que vous avez mangé, c'est pas beaucoup. Elle me dit, je vais vous donner un exemple. Je sais plus, elle m'avait dit qu'avec son mari, ils avaient cuisiné un repas. Puis après le repas, elle avait encore faim, ils avaient rien à manger. Elle a dit, bon, allez, on se commande un McDo. Et ils s'étaient commandé un McDo. Et en fait, d'entendre ça dans la bouche d'une diète, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas beaucoup ce que j'ai mangé. Je trouve qu'il y a ce contraste entre l'aspect professionnel qui te raconte un fait de sa vie intime. Ça, bon, tous les diètes ne peuvent pas le faire parce que faut le sentir aussi. Je pense que en tant que pro, tu peux pas forcément claquer ça. Et ça dépend aussi du patient, je pense, que t'es en face de toi. Oui. Moi, en tout cas, moi perso, ça m'avait vachement décomplexé, ça m'avait fait beaucoup de bien d'entendre ça. Bien sûr, des histoires perso, j'en raconte des fois avec des patients. Non, même s'il y a des patients à moi qui regardent la vidéo, ils pourront même le confirmer. Ouais. Je raconte souvent des anecdotes où, je veux dire, c'est que ça dépend comment se fait la comparaison. Je pense que quand tu es face à quelqu'un, encore une fois, parole
de garçon qui n'en a pas vécu. En tout cas, moi, la sensation que j'ai, c'est je suis toujours obligé de faire extrêmement attention. Parce que le patient, la comparaison, il peut vite la prendre comme un jugement. Au lieu de se dire, ah, mais en fait, c'est pas si grave ce que je fais. C'est, ah ouais, il y arrive et pas moi. On va très vite passer de, ah ouais, c'est vrai, ben oui, c'est vrai, en fait, il a raison, il m'a raconté son anecdote des kebabs, il a pas culpabilisé. Moi aussi, j'ai le droit de pas culpabiliser, c'est-à-dire que c'est pas grave. Ah ouais. Bah, moi, je le prends comme ça. Ah ouais, lui, il arrive à pas culpabiliser. Moi, je me sens tellement mal, je suis nul, hein, je suis pas prête de guérir. Putain, j'y arrive pas. Moi, c'est en allant sur Insta que j'ai compris. Je vois pas de patient, donc contrairement à toi qui a bien différents types de réactions en face de toi. C'est en me reprenant dans mes commentaires des trucs comme ça. Je me suis dit, je m'imaginais même pas qu'on pouvait penser comme ça. Et Instagram, ça m'a fait prendre conscience que fallait que je fasse gaffe à ce que je raconte parce que dis-toi, des fois, les gens. Dis-toi, j'ai une patiente. Elle est adorable, c'est un petit ange. Mais d'une bienveillance folle. Pour te donner une idée, son métier, elle est dentiste pour les enfants. Imagine la bienveillance qu'il faut. Moi, je sais, j'y vais, moi, chez le dentiste pédiatrique avec mes filles. Je sais que c'est un métier pas facile, hein, je peux vous le dire. Et en plus, c'est une maman. Donc, elle est avec des enfants toute la journée ou des jeunes. Et elle est maman elle-même. Oh donc, t'imagines toute la compassion et la bienveillance qu'elle a pour les enfants et les jeunes, en règle générale. Et ben, un jour, qu'elle n'était pas fait comme un autre, elle est venue en consultation. Elle était énervée. En fait, c'était là. J'ai compris dès le début, quand elle a commencé à parler, quand j'ai vu son visage, que j'allais pas parler à ma patiente, j'allais parler à son trouble. Tu sais, des fois, tu vois bien quand c'est le patient qui parle, qui l'a pris dessus, ou quand c'est le trouble qui parle à travers le patient. Et à un moment, elle m'a fait un laïus de 5 minutes pour m'expliquer à quel point, je te reprends des mots comme elle l'a dit, hein, c'est pas comme moi, j'en pense du mal. Ouais, toutes ces petites jeunes qui sortent des TCA, j'en peux plus sur Insta et qui font que te montrer des vidéos et bouffent de la merde. Ah bah ça vaut bien le coup de sortir des TCA pour bouffer n'importe quoi comme ça. Et et elle avait une rage en parlant de ce truc-là, de comptes qui à la base se veulent déculpabilisants justement, et qui se veulent machin et tout. Il disait mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sors de mes TCA, ça veut dire que j'ai passé ma vie à manger du sucre et que je vais manger que ça, comme elle et tout machin. C'est pour ça que je te parle de comment le prendre patient. C'est qu'elle par exemple, elle s'est mise à développer une rage pendant tout un laïus sur ces gens sur Instagram qui sortent des TCA et montrent. Vous voulez saucer, je vous ramène du pain? Non, ça ira. C'est bon. Merci. De la brioche peut-être. On pourrait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est hyper bon. Ouais. Ces comptes-là qui paraissent hyper positifs pour tout le monde. Ouais, justement, tu vois, avec cette histoire de comparaison, des fois, ça met mal les patients. C'est pour ça que je dis qu'on fait gaffe. Et là, cette patiente-là, par exemple, aujourd'hui, ça l'avait super mal de tomber sur des comptes Instagram de filles qui sortent des TCA et qui montrent leur liberté alimentaire. Je me souviens que quand elle avait fini son laïus, je lui ai dit, mais t'es maman, tu vois des enfants tout le temps. Au vu de la bienveillance que t'as pour ces jeunes, sachant la maman que tu es, moi, je me demande, est-ce que toi, t'es pas super fier pour ces jeunes qui sortent d'une maladie mortelle et qui démarrent à l'adolescence? Est-ce que toi, t'es pas en fait en vrai super fier d'elle et qu'en fait, c'est ton trouble qui parle depuis tout à l'heure? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, parce que moi, de ce que je connais de toi, normalement, toi, t'es une maman très bienveillante et donc du coup voir des jeunes filles se sortir d'une maladie et être fière, moi je suis sûr que toi ça te met en joie parce que ça pourrait être tes filles en plus. Et je me souviens que ça a fait un gros électrochoc. Ah ouais, en fait c'est le trouble qui parle là. Tu sais pas si c'est le patient qui va y voir un message d'espoir et de bienveillance ou si c'est le trouble qui va se dire ah ouais il y arrive et pas moi je suis vraiment nul. T'as vu, je t'avais dit que t'étais nul, heureusement que tu contrôles ce que tu manges. En vrai je pense que quand tu vas voir ton diète, enfin en tout cas pour ma part, c'était souvent pas le TCA qui venait, c'était moi. Parce que le TCA, je pense que j'avais pas trop envie de venir. Ouais. Souvent, t'idéalises les autres, tu te mets énormément la pression sur ta propre guérison. C'est pas pour tout le monde, mais on le voit souvent en consulte. Et là, par exemple, ce qui est très sûrement le cas, c'est que cette patiente aujourd'hui, ce jour-là, sur cette consultation, elle s'était déçue sur des comportements qu'elle avait eus, parce qu'elle se met une pression de malade sur sa guérison. Si elle agit pas comme quelqu'un qui est pas malade, bah ça veut dire qu'elle est pas guérie, qu'elle est nulle et qu'elle y arrive pas. Paradoxalement, suivre des comptes de guérison sur Insta en début de guérison, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. En début, non. En début, je pense que même Insta, c'est pas une bonne idée en fait. Et c'est dommage parce que du coup il y a quand même des contenus comme le tien ou comme pas mal de comptes de pros qui sont bien. Je suis très peu consommateur de contenu, donc je connais peu de comptes Insta, mais comme le compte d'Alice Hussonois. Ah oui, elle est venue sur ma chaîne. D'ailleurs elle a fait pas mal de vues. Enfin je fais pas beaucoup de vues, mais c'est une des vidéos qui a fait beaucoup de vues. Et elle par exemple son compte c'est une pépite. Même en début de guérison, si tu tombes sur son compte, je pense que ça doit faire beaucoup de bien. Parce que... Mais moi je sais qu'en début de guérison j'avais pas Instagram. Enfin, moi j'ai créé mon compte Instagram justement en étant déjà assez avancée pour pouvoir partager un peu mon histoire avec d'autres personnes. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où tu te dis « Hey, mais en fait je suis malade » et le moment où tu t'es estimé suffisamment sorti de là pour créer ce compte? Moi je suis tombée malade, j'avais 15 ans et là j'en ai 37. Je suis restée dans un espèce de quasi-guérison pendant entre 15 et 20 ans. Mais du coup, des fois, j'avais conscience d'être malade. Des fois, je me disais non, en fait, comme t'es toujours rappelé par la société. Donc, on est sorti du resto parce que ça allait fermer. Mais on s'est pas arrêté de parler, en fait, parce qu'on n'arrive plus à s'arrêter. De parler, pas de manger. Tu disais quelque chose d'intéressant par rapport à ton vécu de la restriction, du comptage de calories, de peser tes aliments. Et c'est vrai que dans ta pratique, tu vois que les gens qui ont eu une mauvaise expérience avec les régimes, mais ceux qui ont une bonne
bonne expérience avec les régimes, entre guillemets, Pas bonne, je dirais neutre en fait. neutres, voilà, indifférentes, en fait, on les voit pas. Pour moi, en tant que diète, on a un biais par rapport à ça. Et c'est pour ça que depuis le début de notre vidéo ensemble, je parle bien des fonctions et des enjeux qu'il y a derrière ce que les gens font, plutôt que juste ce que les gens font. C'est qu'on a un biais en tant que diététicien ou diététicienne quand on fait du comportement alimentaire. C'est qu'on ne reçoit au cabinet que les gens chez qui ça s'est mal passé. Ce qui nous invite forcément à avoir comme conclusion, le comptage des calories est toujours une mauvaise idée et fait toujours souffrir quelqu'un. Avoir une forme de contrôle sur son alimentation est toujours nocive et amène toujours à de la restriction cognitive. Je sais pas moi, avoir de l'insatisfaction corporelle amène forcément à avoir beaucoup d'insatisfaction corporelle et fait tomber dans les TCA. Prenons un exemple tout bête. Martine qui fait un régime pendant 3 mois pour perdre un peu de poids avant l'été. Sauf qu'en fait son régime, bon, elle en souffre un petit peu. De temps en temps elle craque, mais ça lui fait pas avoir trop de culpabilité. Elle perd les petits kilos qu'elle voulait perdre. L'été arrive, elle est contente dans son maillot de bain. L'été passe, elle reprend ses 3 kilos et puis la vie passe. On la voit pas au cabinet nous. Alors elle a vécu des choses qui chez nous, les patients qu'on voit au cabinet, amènent au TCA ou à la spirale de la reprise de poids ou à la dégradation de l'estime de soi. Il y a toutes ces choses hyper souffrantes que nous on combat avec les patients au quotidien et dont on voit la souffrance au quotidien. Mais il y a des gens chez qui ça se passe pas si mal que ça. Si on reprend ton exemple, finalement, elle a quand même repris ses kilos. Ah bah oui. Donc en fait, les régimes, t'es quand même d'accord avec moi pour dire que c'est pas terrible. Enfin, perdre du poids. poids. Je conseillerais jamais un régime à quelqu'un. Voilà, on est d'accord. Déjà de savoir si le poids qu'on se fixe, il est vraiment viable. C'est ça. Et puis si le poids qu'on se fixe, il est vraiment viable, il y a d'autres façons de l'atteindre que de se restreindre volontairement. Totalement d'accord. Donc en fait, c'est que les gens qui tiennent les régimes et qui les vivent plutôt bien, c'est qu'ils ont quand même un petit peu, je vais me permettre ce terme, un comportement je m'en foutiste, truc que j'ai jamais eu et que j'aurais bien aimé avoir, à se dire ouais bon bah c'est pas grave. Hein. Ou un comportement moins rigide, ça dépend. Voilà, ça dépend. Si on veut y mettre une meilleure neutralité plutôt que j'en foutiste qui est connoté négativement, c'est une conduite moins rigide. C'est une conduite, bah oui, c'est ça. Et comment à comprendre aussi une estime personnelle qui est moins construite sur la réussite de ça. Ou moins construite sur la réussite tout court. C'est ça. Et moins construite sur la réussite et sur la réussite de la tenue du régime ou du résultat physique que celui-là va avoir. On a évoqué plein de choses aujourd'hui que je suis très frileux d'évoquer sur les réseaux d'habitude. Je suis très frileux d'évoquer mon cas personnel ou d'évoquer ce genre de truc-là dont on parle, ce genre de subtilité. Parce que être dans le déni est très facile quand on est dans la maladie. Et quand j'évoque mon cas personnel, je pense que beaucoup de gens pourraient s'en servir pour évoquer leur propre déni. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi aussi, je suis comme lui, en fait, j'en souffre pas. Moi aussi, je m'en fiche. Les gars qui ont des comptes Insta, tu vois, genre les fit girls ou quoi. C'est ça. Oui, parce qu'on est d'accord que, je pense que t'es d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de fit girls quand même qui ont des TCA, parce que déjà, de base, la femme, bon, les hommes, ils peuvent maintenir un taux de masse grasse plus faible. Mais les femmes, des fois, c'est pas humain d'avoir 10% de masse grasse chez une femme. T'es obligé qu'elle a un TCA, la fille. Un TCA ou de la restriction cognitive voilà, oui. En tout cas, pas un schéma libre et intuitif, ça c'est sûr. Je sais que mon exemple personnel et les subtilités que je peux évoquer de temps en temps peuvent servir à alimenter le déni de la maladie. Ouais, moi non plus, en vrai, j'en souffre pas tant que ça. Ouais, moi aussi, je contrôle mes calories, mais t'inquiète, je gère. Alors qu'en fait, tu gères rien du tout. Et qu'en fait, t'es dans l'insatisfaction corporelle à fond. T'as beaucoup, de pensée dichotomique et d'estime personnelle qui est bien sûr, qui est relié à ça et ça te fait souffrir. Et en réalité, si t'as un trouble dans ton rapport à l'alimentation. Si je devais apporter quand même une autre subtilité, c'est autant je reste sur mon avis de base, ne nous focalisons pas sur ce que les gens font, focalisons-nous sur l'effet que ça a sur eux et les enjeux qu'il y a derrière. Mais ce que les gens font, ça peut quand même être des red flags. Voir quelqu'un qui, par exemple, a une alimentation contrôlée à objectif sportif ou de perte de poids, ça veut pas dire que cette personne est en souffrance, qu'elle a un TCA ou qu'elle est en restriction cognitive intense, mais c'est un red flag. Donc on fait attention aux enjeux derrière, parce que c'est bien possible que cette personne soit en souffrance. On fait pas de dichotomie de c'est impossible ou c'est possible ou ça c'est bien, ça c'est mal. Mais oui, il y a des red flags. Oui, le comptage des calories. Oui, tiens, par exemple, le culturisme, c'est un red flag pour beaucoup de personnes parce que c'est du contrôle du corps. Et ça, c'est un des trucs qui fait que j'ai arrêté le culturisme. C'est une objectification du corps qui peut être extrêmement souffrante. C'est que là, pour le coup, ton corps, tu le considères quand même moyen comme un objet vivant. Hein. Tu le considères comme de la matière à sculpter. Vouloir avoir un excès de contrôle sur son alimentation ou un contrôle de ses caractéristiques physiques, de son corps, de son aspect, de sa silhouette, c'est cofacteur de TCA. Oui, ça, on est d'accord. C'est statistique, c'est un fait. Et c'est important, je pense, de le rappeler. Merci. Avec grand plaisir, merci à toi. De toute façon, tu valides le resto. Ah bah attends. Vu que c'est toi qui l'as choisi et que tu l'avais déjà testé. Tu le valides. Moi, je le valide. On s'est régalé. Vraiment, ne loupez pas les desserts, parce que je pense que si vous prenez pas de dessert, vous allez louper beaucoup. Merci d'avoir participé, Nicolas. Et si vous aussi voulez participer à mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et tout le monde est le bienvenu, TCA ou pas TCA, même des gens qui n'ont aucun intérêt pour la nourriture. J'aimerais bien vous recevoir, parce que ça doit être hyper intéressant de discuter avec des gens qui n'ont pas d'intérêt pour ça. Qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux, en fait. Ouais.
carrément, qui mangent pour se nourrir, point. Et ça peut être peut-être même une corvée. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, la partager, la commenter et à vous abonner parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Alors abonnez-vous. Et sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.